Bonjour à toutes et à tous. On s'est sûrement déjà demandé pourquoi tel produit apparaît soudainement dans les rayons, ou comment les stratégies des entreprises, même celles qu'on croit bien connaître, changent du jour au lendemain. Aujourd'hui, on va explorer un peu les coulisses de tout ça. On va parler d'analyse de marché. Comment les entreprises font-elles concrètement pour comprendre leur terrain de jeu? L'objectif, c'est pas juste de faire une liste de concepts, c'est plutôt de comprendre la logique. C'est quoi un marché? Comment l'offre et la demande interagissent? Et l'environnement global dans tout ça. Bref, une exploration pour mieux saisir les stratégies commerciales qui nous entourent au quotidien. Alors, allons-y, on déballe tout ça. Bon, pour commencer par la base, un marché. On a tous une idée, mais pour une entreprise qui analyse, c'est quoi exactement? Ce n'est pas juste un endroit où on achète et en vend, j'imagine. Effectivement, le lieu physique, ou même virtuel aujourd'hui, ce n'est qu'une partie de la réponse. La vraie question pour une entreprise, c'est quel est mon périmètre d'action pertinent? On peut le voir bien sûr géographiquement, local, national, international, mais on peut aussi le définir par type de produit. Pensez aux marchés très pointus, des smartphones pliables par exemple, ou même par moment de consommation. Le marché du petit déjeuner, le marché du snacking, et puis il y a la distinction classique B2B, B2C. Ça change complètement l'approche. En fait, définir son marché, c'est vraiment la première étape qui va orienter toute l'analyse derrière. C'est fondamental. Oui, c'est logique. Définir le champ de bataille, en quelque sorte. Et on entend souvent parler de différents types ou niveaux de marché autour d'un même produit. Pourriez-vous nous éclairer là-dessus? Avec un exemple peut-être. Tout à fait. Prenons l'exemple des céréales pour le petit déjeuner. Une marque de céréales, disons, elle doit d'abord regarder son marché principal, c'est les autres marques de céréales, les concurrents directs, quoi. Ça, c'est l'évidence. Oui, Mais elle doit aussi absolument regarder ce qu'on appelle le marché environnant ou substituable. C'est quoi? C'est les autres options pour le petit déjeuner, les viennoiseries industrielles, les yaourts, les tartines, les fruits. En gros, tout ce qui répond au même besoin fondamental, prendre quelque chose le matin. Si on oublie ça, on peut se faire complètement dépasser par un changement d'habitude des consommateurs. ah oui, c'est vrai. On peut se focaliser sur Kellogg's versus Nestlé et passer à côté de la montée des porridge ou des smoothies. Exactement. Et il y a aussi le marché support. Pour les céréales, c'est typiquement le lait. Si le prix du lait flambe ou s'il y a une crise de confiance, ça peut impacter directement les ventes de céréales. Et puis, on peut élargir encore au marché générique. Ici, l'agroalimentaire. Et ne pas oublier les marchés en amont, les producteurs de blé, d'avoine et en aval, les supermarchés, les consommateurs finaux. Comprendre toutes ces interdépendances, c'est ça qui permet d'avoir une vision stratégique, d'anticiper les risques et les opportunités. Ce n'est pas juste une liste, c'est une vraie cartographie. Ça donne une perspective beaucoup plus large, plus systémique en fait. Le marché n'est pas une île isolée. Et dans cet écosystème, j'imagine que la structure de la concurrence est un élément clé. Comment on l'analyse ça? Oui, la structure, c'est fondamental. Ça dépend essentiellement du nombre d'offreurs. Vous avez le cas extrême du monopole, un seul acteur. Pensez à la RATP dans Paris Intramuros pour le métro. Mhm. Là, les questions sont souvent plus réglementaires, mais pour l'entreprise, la stratégie est très particulière. À l'opposé, il y a le marché concurrentiel, avec une foule d'acteurs, les coiffeurs, les restaurants. Là, c'est la guerre des prix, de la différenciation, de l'emplacement, c'est très fragmenté. D'accord. Mais le cas le plus courant dans beaucoup de grands secteurs, c'est l'oligopole. Quelques acteurs majeurs qui se tiennent, les opérateurs de téléphonie mobile, les constructeurs automobiles, les géants de l'agroalimentaire. Là, chaque décision d'un acteur, une baisse de prix, un nouveau produit, une campagne pub, est scrutée et provoque des réactions des autres. C'est un jeu d'échecs permanent. Savoir si on est seul, à quelques-uns ou très nombreux, ça change radicalement la façon de jouer. Bien compris. Le cadre est un peu plus clair. Maintenant, qui sont ces fameux offreurs? Qui proposent les produits et services sur ce marché? Alors on pense spontanément aux producteurs ou fabricants, ceux qui créent le produit. Bonduelle qui cultive et met en conserve ses légumes, Renault qui assemble ses voitures. Oui, logique. Mais il ne faut surtout pas oublier les distributeurs. Carrefour, Leclerc, Amazon, la Fnac, leur pouvoir est devenu considérable. Ils ne font pas que mettre le produit en rayon, ils contrôlent l'accès au client final, ils ont leur propre marque, les fameuses MDD, marques de distributeurs, et avec l'e-commerce, ils accumulent une quantité incroyable de données sur nos habitudes d'achat. La relation entre un producteur et un distributeur, c'est souvent un mélange subtil de partenariat et de rapport de force, il faut bien le dire. Oui, on sent bien ce rapport de force parfois.
Et la concurrence entre tous ces acteurs, j'imagine qu'elle est plus complexe que juste produit A vs produit B identique. C'est peut-être là que ça devient vraiment intéressant, non? On risque de rater les concurrents si on a une vision trop étroite. Ah mais complètement. C'est un piège très classique. On surveille de près la concurrence directe, évidemment. Renault regarde Peugeot, Coca regarde Pepsi, ça c'est la base. Mhm. Mais la concurrence indirecte, celle des produits substituables, est souvent plus dangereuse, car moins évidente. Prenez le TGV. Sa vraie concurrence sur Paris-Lyon, au début c'était moins les autres trains que l'avion. Ce sont des services différents, train versus avion, mais ils répondent aux mêmes besoins. Aller vite de Paris à Lyon. C'est un bon exemple. Et on peut aller encore plus loin avec la concurrence générique. Là, on parle de produits ou services totalement différents, mais qui satisfont le même besoin fondamental ou qui utilisent le même budget du consommateur. Pour le besoin de se divertir le soir, Netflix n'est pas seulement en concurrence avec Disney+ ou la télé classique. Il est aussi en concurrence avec le cinéma, le théâtre, un livre, un jeu vidéo, une sortie au restaurant. Ah oui, vu comme ça. Ou pour le besoin de mobilité, une plateforme comme Blablacar concurrence à la fois le train, l'avion, le bus longue distance et même pour certains trajets, l'achat d'une voiture personnelle. Sous-estimer cette concurrence générique, c'est prendre le risque de se faire balayer par une innovation venue d'un secteur auquel on ne pensait même pas. L'analyse doit vraiment être à 360 degrés. Ça demande une sacrée ouverture d'esprit et une veille très large. Du coup, comment une entreprise fait-elle pour savoir où elle se situe dans cette arène si complexe? On parle souvent de part de marché. Oui, la part de marché, ou PDM, ça reste l'indicateur de référence. On peut la calculer en volume, combien d'unités j'ai vendues par rapport au total du marché, ou en valeur, quel chiffre d'affaires j'ai réalisé par rapport au chiffre d'affaires total du marché. D'accord. Mais un chiffre brut comme ça ne dit pas tout. Ce qui est très regardé aussi, c'est la part de marché relative. C'est-à-dire qu'on compare sa propre part de marché à celle du concurrent principal ou du leader. Ça donne une meilleure idée du rapport de force directe. Et ça permet de définir des positions. Leader, challenger. Exactement. Ces indicateurs permettent de catégoriser les acteurs sur le marché. Vous avez le leader, celui qui a la plus grosse part de marché, comme Leclerc dans la grande distribution en France par exemple, sur de nombreuses années. Le leader donne souvent le ton, mais il est aussi la cible à abattre. Il doit innover en permanence pour garder son avance. D'accord. Juste derrière, il y a le challenger, le numéro 2, qui cherche à détrôner le leader. Carrefour face à Leclerc, par exemple, historiquement. Le challenger est souvent plus agressif, il tente des coups. Ensuite, vous avez les suiveurs. Ils ont des parts de marché plus modestes et adoptent souvent des stratégies d'alignement ou de différenciation sur des niches spécifiques. Intermarché, casino, etc. dans cet exemple. Ils essayent de bien faire leur travail sans forcément chercher la première place. Et les nouveaux venus? Oui, il y a les outsiders ou nouveaux entrants. Ce sont souvent des entreprises qui arrivent avec une offre différente, une innovation, parfois une technologie de rupture. Pensez à l'arrivée d'Amazon Go avec ses magasins sans caisse à l'époque. Ils peuvent complètement changer la donne. Et malheureusement, il y a aussi les sortants, les entreprises dont les ventes déclinent structurellement et qui finissent par se retirer du marché ou être rachetées. Le groupe Louis Delhaize avec Cora en France, récemment par exemple. Comprendre ces positions, ce n'est pas juste pour faire un classement. C'est crucial pour anticiper les stratégies probables de chacun. Le leader ne réagira pas comme un suiveur. C'est beaucoup plus dynamique qu'une simple photo, en effet. On a bien exploré le côté de l'offre. Si on bascule maintenant de l'autre côté, la demande, qu'est-ce qu'on analyse précisément quand on parle de demande? Ce n'est pas juste le volume des ventes. C'est la base quantitative, bien sûr, le volume ou la valeur des achats. Mais l'analyse va bien au-delà. Déjà, il faut distinguer la demande globale, c'est-à-dire l'ensemble des ventes sur le marché, de la demande à l'entreprise, qui concerne uniquement ses propres clients. Et là, l'enjeu devient crucial. Comprendre qui sont mes clients, pourquoi achètent-ils chez moi, sont-ils satisfaits, comment les fidéliser. On dit souvent qu'acquérir un nouveau client coûte 5 à 10 fois plus cher que de conserver un client existant. Donc, analyser sa base client, c'est vital. Et qui sont ces demandeurs? Est-ce qu'on peut considérer que toute la population est une cible potentielle? Non, justement, et c'est une distinction très importante pour ne pas gaspiller ses efforts marketing. Face à un produit donné, il y a d'abord le consommateur actuel, celui qui achète déjà le produit, que ce soit notre marque ou une marque concurrente. Ok. Ensuite, il y a le non-consommateur absolu, le NCA. Pour des raisons
physique, culturelle, religieuse, éthique, cette personne ne consommera jamais le produit. Un chauve n'achètera pas de brosse à cheveux, un végétarien convaincu n'achètera pas de viande, inutile de dépenser de l'argent pour essayer de les convaincre. Logique. Et la catégorie la plus intéressante pour la croissance, c'est souvent le non-consommateur relatif, le NCR. C'est quelqu'un qui ne consomme pas le produit aujourd'hui, mais qui pourrait le faire demain. Pourquoi il ne consomme pas? Peut-être qu'il utilise un produit concurrent, peut-être qu'il n'en ressent pas encore le besoin, peut-être que c'est trop cher pour lui ou qu'il ne connaît pas le produit. Comprendre les freins des NCR, c'est la clé pour étendre le marché ou pour piquer des clients aux concurrents. C'est là que se trouve souvent le potentiel de développement. Donc, en fait, on a différents niveaux de demande potentielle. Exactement. La demande effective, ce sont les clients actuels. Les nôtres, plus ceux des concurrents. C'est le marché tel qu'il existe aujourd'hui. La demande potentielle, c'est la demande effective plus tous les NCA. Ça représente le marché maximum atteignable à court ou moyen terme si on arrive à lever leurs freins. Et la demande théorique, c'est toute la population concernée avant d'exclure les NCA. Savoir estimer ces différents niveaux, ça permet de fixer des objectifs réalistes. Très clair. Et le processus d'achat lui-même, je suppose que ce n'est pas toujours aussi simple que une personne achète et consomme. Qui peuvent être tenus par une ou plusieurs personnes. Il y a le consommateur ou l'utilisateur, celui qui va effectivement utiliser le produit ou le service, l'enfant qui joue avec un jouet. Oui. Il y a l'acheteur, celui qui sort la carte bleue ou le chéquier, ce sont souvent les parents pour le jouet. Et il y a le décideur, celui qui prend la décision finale d'acheter ou non. Ça peut être un des parents ou les deux. D'accord. Et il y a aussi des rôles d'influence. Le prescripteur, c'est quelqu'un qui recommande un produit en raison de son expertise sans en tirer de bénéfices directs, en théorie. Un médecin qui prescrit un médicament, un architecte qui choisit des matériaux, un prof qui recommande un livre, son avis pèse lourd. Et enfin, il y a l'influenceur. Ça peut être un ami qui vous parle d'un resto, un blogueur qui teste un produit high-tech, une célébrité dans une pub. Son influence vient de sa notoriété, de la confiance qu'on lui accorde. Et avec les réseaux sociaux, leur poids est devenu énorme. Ne pas identifier tous ces rôles et comprendre comment les atteindre, c'est risquer de faire une campagne marketing qui tombe complètement à plat. On voit bien toute la complexité humaine derrière ce mot un peu froid de demande. Mais concrètement, comment on la mesure, cette demande? Quels sont les indicateurs, les outils? Il y a deux grandes familles d'indicateurs qui sont complémentaires. D'abord, le quantitatif. Ça répond aux questions combien, quoi, où, quand. On va mesurer les ventes en volume et en valeur, la fréquence d'achat, les clients achètent-ils souvent ou rarement, le panier moyen, combien dépensent-ils à chaque achat, le taux de pénétration, quel pourcentage de la population cible a acheté le produit au moins une fois sur une période donnée. Pour les biens durables, on parle de taux d'équipement. Combien de foyers possèdent le produit? Ok, ça ce sont les chiffres bruts. Voilà, ce sont des données essentielles pour suivre la performance, comparer aux objectifs, analyser les évolutions. Mais ça ne dit pas pourquoi les gens achètent ou n'achètent pas. C'est là qu'intervient le qualitatif. Ça répond aux questions pourquoi, comment. On cherche à comprendre le profil type du client. On parle souvent de persona. Quelles sont ses habitudes d'achat? Où achète-t-il? En ligne, en magasin? Quand? Et surtout, quelles sont ses motivations profondes? Recherche de sécurité, de plaisir, de statut social, de praticité. Et à l'inverse, quels sont ses freins? Le prix, la peur de se tromper, la complexité d'utilisation, le manque de confiance dans la marque. Et comment on obtient ces infos qualitatives? Par des études, des entretiens individuels, des focus group, des questionnaires avec des questions ouvertes, l'analyse des commentaires en ligne, des forums, des réseaux sociaux, l'observation aussi en magasin par exemple. L'idéal, c'est vraiment de croiser le quanti et le quali. Les chiffres montrent ce qui se passe, le qualitatif aide à comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Parfait. Je pense qu'on a une bonne vision de l'offre et de la demande maintenant. Mais une entreprise, elle vit pas dans une bulle. Il y a tout un environnement autour qui doit forcément influencer le marché, non? Ah oui, c'est absolument crucial. Un marché, il est comme enchâssé dans un environnement beaucoup plus large, qui est en perpétuel mouvement. Et cet environnement peut créer des opportunités incroyables, mais aussi des menaces mortelles. L'outil classique pour essayer de structurer l'analyse de cet environnement, c'est l'acronyme PESTEL. Chaque lettre représente une dimension à surveiller. Pestel, voyons voir.
P pour politique, Oui. les décisions du gouvernement, la stabilité politique, les politiques fiscales, le commerce international, tout ça peut avoir un impact direct. E pour économique, Oui. la croissance, l'inflation, le chômage, le pouvoir d'achat, les taux d'intérêt, des variables macroéconomiques qui affectent la confiance et la capacité de dépenser. Oui. S pour socioculturel, les tendances démographiques, les changements de mode de vie, les valeurs, les niveaux d'éducation, les attitudes par rapport au travail, à la santé. Pensez à l'impact de la montée du véganisme ou du sans gluten sur l'agroalimentaire. T pour technologique. Les innovations, la R&D, l'automatisation, l'impact d'Internet, de l'IA, les nouveaux matériaux. Ça peut créer de nouveaux marchés ou en rendre d'autres obsolètes très vite. Mhm. E pour écologique ou environnemental, les préoccupations liées au changement climatique, la raréfaction des ressources, la pollution, mais aussi la réglementation environnementale, la pression pour la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, l'attente des consommateurs pour des produits durables, et enfin, L pour légal, l'ensemble des lois et règlements qui encadrent l'activité, droit du travail, droit de la concurrence, normes de sécurité, protection des consommateurs, protection des données, RGPD. L'important avec Pestel, ce n'est pas juste de faire une liste, c'est de comprendre comment ces différents facteurs interagissent et surtout quel pourrait être leur impact spécifique sur notre marché, notre entreprise. Une nouvelle loi, elle, combinée à une avancée technologique T, peut ouvrir une brèche ou fermer une porte. On voit bien d'ailleurs comment certaines de ces évolutions PSTL se reflètent dans nos propres comportements de consommateurs ces dernières années. Les attentes semblent avoir beaucoup bougé, non? Énormément. On observe des tendances de fond très fortes dans les comportements d'achat. Il y a une exigence accrue d'information. On compare tout, on lit les avis en ligne avant d'acheter. Il y a une recherche de gain de temps, d'immédiateté, mais aussi une certaine volatilité, un zapping entre les marques. Et bien sûr, la digitalisation massive des parcours d'achat. Et sur le fond, sur ce qu'on achète. Sur les usages et les attentes produits, oui, il y a une quête de sens très marquée. On recherche de plus en plus des produits jugés plus sains. Le bio, le local, on le vend en poupe. Plus éthique aussi, le commerce équitable, les marques qui affichent un engagement RSE fort. Et bien sûr, plus respectueux de l'environnement. Les entreprises sont de plus en plus jugées non seulement sur leurs produits, mais aussi sur leur impact global. Montrer patte blanche sur les questions sociétales et environnementales, ce n'est plus juste une option marketing, c'est devenu une attente fondamentale pour une part croissante de consommateurs. Il y a aussi l'essor des aliments spécifiques, véganes, sans gluten, sans lactose, qui créent de nouvelles niches. Et ce terme qu'on entend parfois, la consommation, où le consommateur ne fait pas qu'acheter, mais agit. Quel est son poids réel aujourd'hui? C'est juste un concept ou ça a un vrai impact? Ah, c'est une tendance de fond absolument fascinante et qui prend de l'ampleur. L'idée, c'est que le consommateur n'est plus passif face à l'offre, il devient un consommateur. Il utilise son pouvoir d'achat, mais aussi sa voix pour influencer les entreprises et le marché. Comment ça se manifeste concrètement? Ça peut être des actions individuelles, choisir délibérément une marque pour ses valeurs, ou au contraire en boycotter une autre suite à un scandale ou à des pratiques jugées non éthiques. Privilégier les circuits courts, le commerce équitable. Donner son avis en ligne sur les réseaux sociaux, un avis négatif très partagé peut faire très mal à une réputation. Et ça peut aussi être des actions collectives, via des associations de consommateurs comme UFC Que Choisir en France, qui mènent des enquêtes, des actions en justice, ou via des mobilisations citoyennes souvent lancées sur les réseaux sociaux pour dénoncer une pratique, demander un changement de loi, faire pression sur une entreprise. L'objectif de cette consommation, c'est à la fois la défense des droits et des intérêts des consommateurs, mais aussi de plus en plus l'envie d'avoir un impact positif sur la société et l'environnement à travers ses choix de consommation. Et oui, l'impact est réel. Les entreprises sont obligées d'écouter, d'être plus transparentes, de revoir parfois leur stratégie. C'est un véritable contre-pouvoir qui s'organise. Eh bien, on a fait un sacré tour d'horizon. Définir le périmètre du marché, comprendre l'offre avec tous les niveaux de concurrence, décrypter la demande avec ses acteurs multiples et ses motivations complexes, et enfin, scanner en permanence cet environnement pestel avec ses tendances lourdes comme la consommation. C'est tout ça l'analyse de marché. Alors, au final, qu'est-ce que tout cela signifie pour une entreprise? C'est un peu comme sa boussole pour naviguer, non? Pour prendre les bonnes décisions? C'est exactement ça. L'analyse de marché, c'est l'ensemble des informations, des compréhensions fines qui vont nourrir la stratégie et permettre de prendre des décisions plus éclairées.
Quel nouveau produit lancer? À quel prix? Pour quelle cible? Avec quel message? Dans quel canaux de distribution? Comment réagir face à une offensive d'un concurrent? Faut-il entrer sur un nouveau marché géographique? Toutes ces questions trouvent leur réponse, ou du moins des éléments de réponse forts, dans une bonne analyse de marché. Mais, et c'est vraiment le point crucial à retenir, cette analyse n'est jamais terminée. Ce n'est pas une photo qu'on prend une fois pour toutes. Le marché évolue, les concurrents bougent, les attentes des clients changent, l'environnement pestelle est en mutation constante. Et tout ça s'accélère. Donc l'analyse de marché, ça doit être un processus continu. Une veille permanente, une capacité à capter les signaux faibles, à comprendre les dynamiques et surtout à s'adapter. C'est cette agilité nourrie par une compréhension profonde de son écosystème qui fait la différence aujourd'hui. Rester pertinent, ça demande une écoute et une analyse constante. C'est très clair. Merci beaucoup. Et peut-être pour terminer, une petite réflexion à laisser mûrir. On a beaucoup parlé de la façon dont les entreprises nous analysent, nous consommateurs, sous toutes les coutures. Mais à l'inverse, avec cette montée de la consommation qu'on a évoquée, comment nos choix individuels, nos exigences, nos prises de parole, comment tout cela pèse-t-il réellement dans la balance et oblige ces mêmes entreprises à adapter, voire à réinventer leurs propres outils d'analyse et leurs stratégies? Est-ce que l'analyse de demain ne devra pas intégrer encore plus fortement cette voix et ce pouvoir du consommateur citoyen? C'est peut-être ça une des prochaines grandes évolutions observées. Une question à méditer.